L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes le mercredi 5 novembre 1975, près de Snowflake, au cœur de la forêt, en plein Arizona. Il est environ 15 heures. 7 jeunes bûcherons, âgés de 17 à 28 ans, travaillent sans relâche avant la tombée de la nuit. Les températures sont douces, le soleil brille. Ils ne se doutent en aucun cas de ce qu'il se passe au-dessus de leur tête. Comment pourraient-ils imaginer une seule seconde qu'ils vont être les témoins d'une rencontre du troisième type? Ce mercredi 5 novembre 1975, il est 15 heures et c'est l'heure H de mon histoire. L'histoire de Travis Walton est le cas le plus documenté de ce que l'on appelle en ufologie l'abduction. Aujourd'hui, cette histoire, je vous la raconte en direct de la Foire du Livre de Bruxelles. Soudain, un sapin tombe. Il est à 2 doigts d'écraser Travis Walton, qui coupait du bois. Il se retourne, les sourcils froncés, et hurle « Non mais ça va pas !» Il cherche qui a bien pu faire une chose aussi insensée, et son regard se pose sur le visage d'Allen. Allen Dulles vient de laisser s'écouler et s'écrouler un tronc à seulement quelques mètres de son coéquipier. Le ton monte entre les deux jeunes hommes. Travis, alors âgé de 22 ans, s'apprête à empoigner Allen d'une main ferme. Mais Mike Rogers, en tant que bon chef d'équipe, ramène le calme entre les deux bûcherons. On est en retard, les gars. C'est pas le moment de se chamailler. Travis lance un regard noir à Allen, qui arbore un sourire narquois. Tout le monde se remet au travail jusqu'à 18 heures. Le soleil se couche dans la forêt nationale de Seagraves, aux États-Unis. Il est temps pour les 7 bûcherons de remballer leurs affaires pour éviter un autre accident, à l'issue, cette fois, peut-être fatal. Le dénommé Steve prend sa tronçonneuse, la met dans le pick-up, il ramasse les seaux à ses pieds, charge le coffre. En cette année 1975, il a 17 ans. Il a menti sur son âge pour pouvoir travailler et aider sa mère à joindre les deux bouts. Tout le monde pense qu'il est majeur. Il fait noir. Tous grimpent dans la voiture et se serrent. Les arbres défilent des deux côtés de la route. Travis est à la fenêtre. Derrière les sapins, on distingue la lumière de la lune qui donne l'impression de clignoter au fur et à mesure que les arbres défilent. Mais très vite, une couleur rougeâtre se précise. L'un des garçons s'affole. Un feu dans la forêt? Est-ce que quelqu'un a mis le feu? Non, non, répond Mike Rogers, le plus vieux des 7. J'ai déjà vu un feu de forêt et même un crash d'avion, ça ressemble pas à ça. La voiture s'avance sur la route gravillonneuse. Ils arrivent devant une clairière et voient se dessiner un engin circulaire, mystérieux, d'environ 10 mètres de diamètre et de couleur ambre. Travis supplie Mike, qui est au volant, de s'arrêter pour qu'il puisse aller voir ce que c'est. Le conducteur refuse catégoriquement, mais Travis s'impatiente comme un gamin de 10 ans et menace d'ouvrir la porte du pick-up toujours en marche. « Hors de question, c'est peut-être dangereux !» s'exclame Steve, terrorisé. Travis ouvre la porte et s'élance hors du 4x4. Un énorme objet se trouve plusieurs mètres au-dessus du sol. Une lumière rouge irradie toute la clairière et hypnotise Travis. Il s'avance et à chaque pas, l'engin émet un ultrason de plus en plus puissant. Derrière lui, les garçons hurlent. « Travis, reviens! Fais pas l'idiot, Travis, reviens !» La tension monte. Et Travis, lui, est pris d'une montée d'adrénaline qu'il n'a encore jamais ressentie auparavant. Et il se sent comme guidé vers cette lumière éblouissante qui vient éclairer les arbres entourant la clairière. Il trébuche, mais continue à marcher en ne lâchant pas sa cible des yeux. Ce son infernal ne fait qu'augmenter l'angoisse. Ses mains deviennent moites, sa nuque se durcit et des frissons lui parcourent le corps. Les cris de ses camarades derrière lui ne cessent pas, bien que leur cœur batte à tout rompre et que leur peur leur serre la gorge. Travis revient une seconde à la réalité et se demande s'il peut encore faire demi-tour. Mais
Alors qu'il s'apprête à jeter un regard par-dessus son épaule pour trouver les visages des 6 autres bûcherons, 25 mètres derrière lui, un éclair bleu venant de cette machine infernale s'abat sur lui. De loin, Mike, Allen, Steve et les autres voient son corps se lever dans les airs et retomber lourdement sur le sol. Ils ont vu un rayon percuter la tête et la poitrine de Travis comme s'il avait été électrocuté. Le son s'arrête une seconde à peine, comme si personne n'était sûr d'avoir vu ce qu'il venait de voir. Et Mike commence à hurler et devient incontrôlable. Il reprend le volant de son pick-up et ordonne aux autres de venir avec lui. « Allez, montez, dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Un des hommes refuse, affirmant que Travis a sans doute besoin d'eux, qu'ils doivent aller l'aider. « Non, mais tu l'as vu comme moi, personne ne survit à une chute aussi brutale de plusieurs mètres !» insiste Mike. Mais les autres ne veulent pas laisser tomber leur ami. « Non, mais vous voulez être les prochains, les gars, c'est ça? Alors montez, Travis est mort, c'est tout !» rétorque Mike. Les 5 autres grimpent dans la voiture et, avant même que toutes les portes soient fermées, Mike démarre. Les roues du pick-up se mettent à tourner et à retourner la terre et il rejoint la route. Il roule à vive allure, les bûcherons sont secoués, la tête de Steve se cogne contre la vitre arrière et il jette un coup d'œil derrière pour voir si personne ne les suit. Les suspensions de la voiture qui passent sur toutes les bosses font rebondir les jeunes hommes. Mike est concentré et regarde devant lui. Puis son regard sombre semble s'ouvrir à nouveau. Ses sourcils se défroncent et il lâche la pédale d'accélérateur. Puis son pied droit, il appuie fermement sur la pédale de frein. Les bustes de chacun sont attirés vers l'avant. Est-ce que personne ne nous suit? Allen confirme que non. Et il insiste auprès de Mike. Ils doivent faire demi-tour. Ils ne peuvent pas laisser Travis là. Mike redémarre et prend un large tournant dans les fourrés. Ils roulent de manière plus prudente jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la clairière. Ils laissent le pick-up s'arrêter et les 6 hommes regardent au loin, l'air stupéfait. Ils ne distinguent ni Travis, ni l'engin. Plus rien. Le calme plat. La lumière est éteinte. Seule la lune illumine la clairière. Ken a 25 ans. Il est déjà papa. Il brise ce silence de plomb et dit « Faut appeler la police, les gars ». Mike se met en rage. Il descend de la voiture et fait les 100 pas. Ils vont nous prendre pour des fous. Qui croirait si jeune, qui aime fumer un joint de temps en temps? Qui a pensé? Travis a disparu depuis presque 1 heure. Si les bûcherons n'avertissent pas la police, que vont-ils bien pouvoir dire une fois que sa mère se sera aperçue qu'il n'est pas rentré? Mike a la solution. Dire qu'il n'a pas passé la journée avec eux, qu'il n'est pas venu travailler. Mais ça ne passe pas. Travis a disparu sous leurs yeux. Les autres ne veulent pas l'abandonner une 2e fois. Mike finit par céder. Ils partent, tous les 6, prévenir la police. Ils sortent du pick-up et c'est Mike qui se lance. Bon, vous n'allez pas nous croire, c'est sûr, mais... La police écoute attentivement. Les 2 inspecteurs acquiescent, l'air inquiet. Le policier moustachu regarde Mike dans les yeux et lui demande « Est-ce que vous avez consommé des substances illicites ?» Les 2 inspecteurs se regardent et sourient. Oh, Mike avait raison. Les 2, là, n'en croient pas un mot. Ils inspectent le véhicule et vérifient qu'il n'y ait ni alcool ni drogue. Bon, jusque-là, tout semble normal. Les 2 policiers se retirent et chuchotent. Ils pensent que les 6 bûcherons essayent de couvrir quelque chose de bien plus sombre que l'histoire loufoque à laquelle ils donnent l'impression de croire. Allen est derrière et ne dit pas un mot. Depuis son altercation avec Travis Walton, il n'a d'ailleurs pas encore vraiment ouvert la bouche. « Ah, c'était sûr, dit-il. » Steve sanglote, le teint livide. Les 2 policiers pensent que les 6 jeunes hommes, qui montrent une panique flagrante, ont tué Travis. Oh, sans doute sans le vouloir, évidemment, et qu'ils veulent couvrir le crime. Ils n'ont pas encore eu le temps de pouvoir y réfléchir et les idées encore embrumées par l'adrénaline, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Les températures ont chuté drastiquement, comme il en est de coutume en Arizona, à l'automne. Les 6 hommes s'inquiètent du sort de leurs amis,
qui ne porte qu'une chemise à carreaux et par-dessus une veste légère. Ils arrivent enfin à convaincre la police d'organiser une battue le soir même. Dallas, Peterson et Rogers les suivent pour retrouver la trace de Walton qui est porté disparu. Aucun chien n'est disponible ce soir-là. En ligne, tous avancent pour couvrir la clairière et une partie de la forêt. Il est minuit. Le shérif demande de tout arrêter. Il reste convaincu que les jeunes hommes ne sont pas tout à fait honnêtes et il a l'impression de perdre son temps. Nous sommes le 6 novembre. Travis est porté disparu depuis plus de 12 heures. Ken Copeland, policier, et Mike Rogers se rendent chez la mère de Travis Walton pour lui annoncer que son fils n'est toujours pas rentré et pour lui expliquer ce qu'il se serait passé plus en détail. Mike explique ce qu'il a vu. Le visage de Madame Walton reste figé. Non, rien de ce que Mike lui raconte ne lui fait hausser un sourcil. L'air impassible, elle lance « Non, je suis pas surprise ». Le policier la regarde et s'interroge sur sa réponse. Mais avant qu'il ne pose une question, elle ajoute « À part vous et les policiers, quelqu'un d'autre est au courant ?» Une mère de 6 enfants qui ne s'étonne absolument pas de la disparition de l'un de ses fils. Cette histoire gagne en étrangeté. Une fois la police et Mike partis, la mère appelle Dwayne, le frère de Travis, qui habite du côté de Phoenix. Dans le bois, les médias commencent à arriver en masse. Il est difficile d'organiser des battues. On entend les journalistes munis de leurs micros crier pour tenter de pouvoir interviewer les bûcherons en premier. Alors que Mike et sa bande sont regroupés dans la clairière, 2 hommes s'avancent. Ils ont dans les mains un compteur Geiger pour mesurer la radioactivité qui pourrait témoigner de la véracité des propos des 6 bûcherons. Ils le passent devant les hommes. Mike s'absente un instant. Il court vers la camionnette et revient avec les casques de ses coéquipiers, ceux qu'il portait la veille. Au contact de ses casques, le compteur se met à sonner assez intensément. Les 2 hommes se regardent et disparaissent entre les arbres de la forêt, sans rien dire. Aucune trace de lutte ou de l'engin n'est visible dans l'herbe de la clairière de la forêt nationale de Sitgreaves, en Arizona. La journée est claire, le soleil est doux et les températures remontent après une nuit humide et fraîche. Ce jour-là, une vraie recherche démarre. Depuis la forêt, on entend un bruit assourdissant. L'hélicoptère de la police est en survol et essaie de couvrir une plus grande surface. Il peut ratisser une trentaine de kilomètres. Le shérif se retourne vers Mike Rogers et lui dit discrètement « Allez, dis-nous la vérité. Écoute, il vaut mieux la dire maintenant. On peut encore vous aider. » Mike détourne le regard et tente de se débarrasser des ronces qui se sont collées au bas de son pantalon. Les hommes, la police, mais aussi une partie du village de Snowflake qui est venu aider se trouvent désemparés. Ils ne trouvent absolument rien. Et dans la clairière, aucune trace ne laisse penser que 2 jours plus tôt, un éclair a foudroyé un homme en l'envoyant virevolter plusieurs mètres au-dessus du sol. Le shérif essaie de mobiliser des équipes. Il est pendu au téléphone toute la journée. Il ne fait plus que ça, mais personne ne le croit. Il répète inlassablement une histoire qui n'a ni queue ni tête pour la plupart des gens. Quand Steve, Allen ou encore Mike se promènent dans la rue, les regards se posent sur eux. On ne leur adresse que rarement la parole. Sur les bancs du village, les ragots se propagent. Plus les heures passent, moins on les croit. La thèse du meurtre déguisé en enlèvement par des extraterrestres semble convaincre la majorité des habitants. Le 8 novembre, toujours rien. Mais Dwayne, le frère de Travis, fait des déclarations surprenantes à la presse. Il est sûr que son frère va revenir, tout comme sa mère d'ailleurs, qui ne semble absolument pas s'inquiéter. Pourtant, ça fait maintenant 3 jours que son fils n'est pas rentré. Dans ses propos, Dwayne dit s'intéresser aux ovnis depuis bien longtemps. Il explique que 10 ans plus tôt, en 1963, il a lui-même été témoin d'une apparition. Les montagnes blanches, leur ciel dégagé, sont propices aux témoignages concernant des objets non identifiés ou encore des lumières dans le ciel qui se déplacent à une vitesse encore jamais égalée. La lumière rouge que les garçons semblent avoir vue le soir du 5 novembre semble d'ailleurs correspondre avec ce que des habitants des montagnes auraient aperçu. Dwayne donne l'impression de s'y connaître. L'air apaisé, il déclare avoir déjà étudié les ovnis avec son frère. Ils en sont tous les deux de grands fans.
Les recherches se poursuivent les 9 et 10 novembre. Cela fait désormais 5 jours que Trévis a disparu. Le 9 novembre, les 6 bûcherons sont appelés à passer au polygraphe, enfin plus communément connu sous le nom de détecteur de mensonges. Quand ils arrivent en voiture, une ribambelle de journalistes se jette sur les fenêtres du véhicule qui arrive au commissariat. Steve, lui, arrive accompagné de sa mère. Il a l'air terrifié. Après la soirée du 5 novembre, c'est sans doute la journée la plus terrorisante qu'ils vont avoir à vivre. Ils ne pourraient peut-être jamais sortir de ce commissariat en tant qu'hommes libres. Et si, à l'issue du polygraphe, les 6 hommes étaient jugés coupables de meurtre? Ils ne savent pas encore où est Travis. Depuis près de 5 jours, il doit être mort. Les 6 bûcherons sont entassés dans une pièce, seuls. Lentement, les esprits s'échauffent, le ton monte. Il ne faudrait pas que l'un d'entre eux rate le test ou l'ensemble du groupe pourrait tomber. La porte s'ouvre brusquement, l'examinateur entre avec dans les mains une série de fiches. Vous passerez un par un dans la pièce d'à côté. Ce sera vous, moi et la machine, dit-il. Vos questions seront les suivantes. Les 6 hommes commencent à lire. La tension qui ne cessait de monter arrive à son paroxysme. Ils sont sûrs que ce sont des questions pièges, qu'elles sont écrites de telle manière qu'il serait impossible de paraître crédible. L'examinateur montre le dénommé Pierce du doigt et lui demande de le suivre dans la pièce adjacente. Des gouttes commencent à perler sur son front. Pierce, c'est le plus jeune. Il est une proie assez facile. Il s'installe et on branche les électrodes sur sa poitrine. On lui clipse un embout en plastique au bout de 2 doigts. L'examinateur lui pose une première question. Savez-vous si le corps de Travis Walton est quelque part dans le bois? Pierce prend une grande inspiration. Non, il expire. Avez-vous tenté de faire du mal, fait du mal ou blessé Travis Walton? Pierce sent ses mains de plus en plus moites. La chaleur monte depuis ses pieds. Sa tête devient de plus en plus rouge. Non? Dites-vous la vérité quand vous dites avoir vu un ovni? À cette question seulement, Pierce va répondre oui. Peterson passe en deuxième. Il n'endort plus la nuit. Il a le visage pâle et des poches violettes sous les yeux à cause de ses cauchemars. Chaque nuit, il revit la soirée du 5 novembre où il a vu Travis être frappé par un éclair avant de disparaître. Chacun vient s'installer devant l'examinateur et répond non, non, oui. Chacun, à l'exception d'un, Allen Davis, qui avait eu une altercation avec Travis le jour de sa disparition, est le dernier à entrer. Il passe la porte, s'assied. On peut déjà dire que son interview ne se passera pas comme les autres. Non, il est sur le qui-vive. L'examinateur ne peut pas dire un mot sans qu'il le prenne mal. Savez-vous si le corps de Travis Walton est quelque part dans le bois? Non. Avez-vous tenté de faire du mal, fait du mal ou blessé Travis Walton? Allen revoit le regard noir de Travis se tourner vers lui alors qu'il venait de faire tomber un arbre à quelques mètres de son coéquipier. C'était cela qui était à l'origine de leur dispute 4 jours auparavant. Ne sachant pas quoi répondre, Allen se lève et refuse de poursuivre l'interrogatoire avec le polygraphe. Il se retourne et claque la porte derrière lui. Les autres le voient quitter les lieux en furie. Allen Davis est ce qu'on appelle un petit criminel. Bon, il n'a jamais commis de graves délits, mais il a déjà dû voler une babiole ou l'autre. Cet interrogatoire l'a mis terriblement mal à l'aise. L'examinateur rassemble son matériel avant de quitter la pièce sombre qui ne dispose que d'une table et 2 chaises. Il arrive dans le couloir, dans les escaliers tout au fond, les bûcherons l'attendent. Chargé de son polygraphe, il passe entre chacun en baissant les yeux. Non, mais c'est une vaste blague, s'énerve Mike Rogers. On attend depuis des heures. Les entretiens ont duré presque toute la journée, c'est vrai. Le stress et l'effort de concentration ont épuisé les jeunes hommes. Ils veulent une réponse. Ils insistent donc. Et l'examinateur finit par céder. Vous avez sans doute que monsieur Allen Davis n'a pas terminé son test. Les garçons le regardent, l'air inquiet, et il ajoute, mais malgré cela, il semblerait que vous dites la vérité. On voit les visages se décrisper.
L'examinateur descend et croise les deux policiers qui, eux aussi, attendent la réponse. Le verdict est sans appel. Jamais un groupe de personnes n'a réussi aussi haut la main un test avec un polygraphe. 5 personnes sur 6 ont dit la vérité selon la machine et un seul a suspendu l'interrogatoire pour l'expert. Le fait qu'Allen ait interrompu l'interview ne suffit absolument pas à le suspecter de quoi que ce soit. La police est stupéfaite. Les inspecteurs ne comprennent absolument pas. Seul le shérif refuse de les croire. Nous sommes le 10 novembre 1975, au milieu de la forêt. Il n'y a pas un bruit. Une fine bruine tombe. Une route droite qui traverse les arbres est plongée dans le noir. Au milieu, Travis Walton tombe et son visage heurte le sol. Il reprend doucement ses esprits et lève les yeux. Il voit devant lui la soucoupe qui se penche doucement, presque comme un salut, avant de disparaître, avec derrière elle une traînée lumineuse. Sa volatilisation n'a pris qu'une demi-seconde. Travis se relève difficilement. Il regarde autour de lui, mais ne voit rien, à part les sapins et la route. Il se sent libre. Une adrénaline débordante le fait courir pendant plusieurs kilomètres à toute vitesse, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il atteigne une station-service. Chez Marie-Lucille Walton, tout le monde est présent et attend des nouvelles de la police. Le téléphone sonne, c'est le beau-frère de Travis qui se lève pour soulager la famille. Et alors qu'il s'attend à un autre canular, il entend « Allô ? Allô, c'est Travis ?» Non, écoutez, arrêtez d'importuner la femme. C'est Travis, je te jure. Je suis blessé, viens me chercher. Cette voix lui est familière. Il la reconnaît. Ouais, c'est bien lui. Il faut aller le rechercher. Dwayne l'accompagne en voiture. Ils ne se disent pas un mot pendant le trajet. Dwayne roule à vive allure dans la nuit jusqu'à la station de Heber, une ville pas très loin. Quand il arrive, Travis est assis en pleurs dans la cabine téléphonique. Il est amaigri. Sa barbe est hirsute. Son frère accourt, Travis, tremblant, entre dans la voiture et commence son histoire en lui disant qu'il a été frappé ce soir par un éclair lumineux. À cet instant, son frère l'interrompt et lui dit « Travis, t'as disparu pendant 5 jours. » Travis le regarde, l'air interloqué. « Impossible. J'étais avec les gars cet après-midi et je me suis évanoui. » Nous sommes le 10 novembre. Et l'histoire que Travis tente de raconter semble dater du 5 novembre. Mais regarde-toi, Travis, regarde ton visage, regarde ta barbe. Travis se regarde dans le rétroviseur depuis la banquette arrière. Il touche sa barbe de 5 jours et laisse cogner son dos contre le dossier. Une fois mis au courant, la police tente par tous les moyens de le voir, car ils veulent l'interroger sur le champ, mais son frère le protège. Il dit qu'il est à l'hôpital. Travis est chez lui, à Phoenix, et va être mis en contact avec 2 associations spécialisées dans la recherche sur les objets volants non identifiés. Très vite, les frères Walton vont se rendre compte qu'ils risquent de se trouver face à un bon nombre de charlatans qui n'y connaissent absolument rien. Le premier médecin a reçu son diplôme en ligne. Il est arrivé par la poste. Dwayne refuse de confier Travis à un incompétent et trouve très vite un autre docteur qui va lui faire passer une batterie de tests. Le médecin lui fait une prise de sang pour déterminer s'il a été exposé à quelque chose. Ensuite, il cherche d'éventuels trous d'injection sur ses bras. Et il y en a un. Travis était-il drogué? Les analyses se poursuivent. Dans ses urines, on remarque qu'il a peu d'acétone, ce qui est plutôt rare quand un homme est aussi amaigri et ne s'est pas nourri correctement. Alors Travis Walton, dit-il la vérité ou est-il sur le point d'être démasqué? La police va essayer de faire passer Travis au détecteur de mensonges. Alors que ses amis, à l'exception d'un, ont tous réussi le test, qu'en est-il du principal intéressé? Comme Allen Delis, Travis va passer à travers les mailles du filet. Une première fois. Le polygraphe étant principalement un outil qui mesure les réponses du corps témoignant d'émotions comme la nervosité. Il est sans doute trop tôt. Si ce que Travis dit est vrai, son état émotionnel doit être en grande détresse. Il accepte en revanche de répondre à des questions sous hypnose, même s'il est conscient qu'il est presque impossible de mentir. Il est dans la clairière ce 5 novembre et il approche de plus en plus de ce qu'il appelle un ovni.
Il entend de manière étouffée ses amis lui demander de revenir, car ils ne savent pas à quel point l'objet peut être dangereux. Au moment de se retourner pour faire demi-tour, alors que la lucidité le percute enfin, quelque chose s'abat sur lui. Un faisceau lumineux bleu le foudroie, et il ressent une douleur vive dans la poitrine et dans la tête. Travis ne se souvient plus de rien, jusqu'à ce qu'il se réveille dans un lit, une étrange machine branchée sur sa poitrine. La tiraille le serre, il a extrêmement mal. Au-dessus de lui, il voit une lampe et le plafond lui semble vraiment bas, bien plus bas que d'habitude. Ah, il y a du mouvement. 3 personnes se déplacent, on dirait qu'elles portent des masques. Alors qu'il reprend doucement ses esprits, il se rappelle le choc qu'il vient de recevoir et s'apaise en se disant qu'il doit être à l'hôpital. Il se souvient des cris des bûcherons qui étaient avec lui ce soir-là dans la forêt de Sitgreaves. Oh, il est sans doute blessé et ils prennent soin de lui. L'appareil sur sa poitrine se détache. Travis plisse un peu les yeux et voit que les 3 personnes dans la pièce sont très petites, environ 1,50 m, pas plus. Elles ont une apparence humanoïde, mais selon Travis Walton, quelque chose cloche. Oui, elles sont vêtues d'une combinaison moulante, les traits de leur visage sont grossiers et tout est un peu disproportionné. Il remarque ensuite qu'elles n'ont pas d'ongles. Petit à petit, les souvenirs de la soucoupe lui reviennent. Il en vient à la conclusion que les 3 personnages dans la pièce ne sont pas humains. Quand il les analyse, il trouve que leur tête ressemble à celle de fœtus. Les yeux de Travis s'écarquillent. Sa bouche s'entrouvre et il se redresse d'un bond. Il prend le premier objet qu'il a sous la main et, alors que l'adrénaline monte et monte encore, il se met à menacer ces êtres qui ont l'air d'être dotés d'une grande intelligence. Il le regarde et c'est à cet instant que Travis remarque leurs yeux. Quelque chose est très étrange dans ses yeux, on dirait ceux d'un chat. Puis ils s'en vont. Ouf. Mais pour combien de temps ? Walton a peur qu'ils reviennent. Peut-être seront-ils davantage la prochaine fois. Il estime que son temps est compté et qu'il faut qu'il trouve une porte de sortie s'il ne veut pas rester enfermé là pour toujours. Il regarde rapidement autour de lui, prend la porte et choisit de se diriger vers la gauche, car les 3 créatures sont parties par la droite. Il se trouve maintenant dans une espèce de couloir qu'il descend encore et encore, en touchant les murs de la paume dans l'espoir de tomber sur un bouton qui ouvrirait une trappe bien cachée. Il est incontrôlable de peur. Il entre dans une petite pièce étrange. Au milieu, seul un fauteuil la décore. Le dossier est le prolongement d'un long pied qu'il a fait tenir et sur les accoudoirs, il aperçoit des boutons. Autour de lui, les murs sont comme de verre et on peut voir des projections d'étoiles. On se croirait dans un planétarium. Travis a les mains moites, et si ces boutons alertaient les autres de sa présence, et si cela mettait en route quelque chose qu'il valait mieux savoir éteint. Il continue à chercher et finit par s'asseoir sur le fauteuil. Il contemple les étoiles et se décide à appuyer sur les fameux boutons. Soudain, quelqu'un arrive derrière lui. Il voit une silhouette à l'apparence plus humaine. Il est habillé en bleu et porte un casque de verre. On devine une chevelure blonde. Un expert humain serait-il à bord du vaisseau ? Quand il voit à nouveau ses yeux, aux pupilles félines affinées, Travis se met à crier. La créature lui fait comprendre qu'il doit la suivre. Il la voit alors appuyée sur le mur. Quelques secondes se passent avant qu'un mécanisme bruyant se mette en marche et fasse descendre une rampe à ses pieds. Travis descend très lentement, les jambes fébriles et les mains tremblantes. Il y a dans l'énorme hangar dans lequel il arrive 2 autres engins similaires à celui de la clairière. Les 3 extraterrestres, dirons-nous, sont encore là. Ils s'avancent, munis d'un brancard, et forcent Travis à se coucher. Il se met à se débattre de toutes ses forces. Il a l'impression que sa vie en dépend. Mais il voit un masque en plastique s'approcher de son visage, puis se poser sur son nez. En un claquement de doigts, Travis Walton se retrouve au milieu de la route, dans la forêt, au cœur de l'Arizona, non loin de là où il est né. Quand il lève la tête, il voit le vaisseau une dernière fois, qui disparaît telle une étoile filante, laissant la galaxie se refermer derrière lui.
Ce discours, Travis l'a répété des dizaines, voire des centaines de fois. À sa famille, à ses amis, comme à la police. Il soutient qu'il a été victime d'un enlèvement extraterrestre. Dans les yeux de Travis, quelque chose a changé. Ses collègues, qu'il revoit enfin, peuvent lire la peur sur son visage. Son regard est différent. Il ne sera plus jamais le même. Ses propos sont difficiles à croire, mais Travis a pourtant l'air sincère. Ils travaillent chaque jour ensemble. Ils le connaissent et puis ce vaisseau, ils l'ont vu. Et cette chute impressionnante aussi quand Travis a été électrocuté. Mais qu'en disent les experts ? Est-il possible que le soir du 5 novembre 1975, Travis ait fait une rencontre du troisième type ? En février 1976, Travis Walton passe avec sa mère et son frère au polygraphe. Les trois réussissent l'examen. Ce qu'il disait vrai. Enfin, selon le détecteur de mensonges. D'emblée, si l'on y réfléchit, il est impossible de prouver qu'il s'agit d'un canular, mais il n'est pas non plus possible de déterminer s'il s'agit de la vérité. En juillet 1976, les 7 bûcherons ont chacun reçu une prime de $5000 pour la meilleure histoire d'OVNI. De cette histoire, Walton a fait un livre. C'est encore un sacré pactole qu'il va recevoir. Enfin, son histoire est arrivée au cinéma. On estime qu'à l'heure actuelle, Travis Walton est plusieurs fois millionnaire. Alors a-t-il menti pour se faire de l'argent ? Oh, c'est ce que certains pensent. Si l'on se penche sur les descriptions de Travis, les habits, la forme des visages, cela ressemble étrangement au film Star Trek. Et pour les yeux étranges, ces pupilles, comme celles d'un chat, sont assez similaires à ce que Betty et Barney Hill ont décrit quelques années plus tôt. Ce couple a vécu la première histoire documentée d'OVNI d'Amérique. Ils auraient eux aussi été enlevés. Mais alors, Travis les aurait-il copiés ? Mi-octobre 1975, le film La nuit des extraterrestres, relatant l'invraisemblable histoire de Betty et Barney Hill, passait à la télévision sur NBC. Travis aurait-il pu être influencé ? Non, il est formel. Ce n'est pas ce qu'il a influencé. Ce qu'il dit par contre vient confirmer ce que dans cette région des États-Unis, quelque chose qui dépasse encore la connaissance des scientifiques se serait produit plusieurs fois. Peut-être. Mais ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est que Travis avait bel et bien passé un premier test au polygraphe et il l'avait complètement raté. C'est l'expert McCarthy qui lui avait fait passer. On l'a obligé à se taire. Il a même dû signer un contrat et promettre de ne jamais en dire un mot, sous prétexte que cette histoire allait faire couler beaucoup trop d'encre. Il était inutile de revenir sur les faits. Pour les convaincus, le polygraphe a été réalisé trop tôt, au moment où Travis Walton était beaucoup trop nerveux pour que les résultats puissent être pris en compte. Si l'on y repense, celui réalisé à peine 3 mois plus tard était, lui, bien concluant. D'après ses réactions, il ne mentait pas. McCarthy reste cependant sceptique. Une autre théorie serait que Mike Rogers voulait un délai supplémentaire pour l'abattage de ces arbres dans la forêt. Les 7 bûcherons étaient bien en retard sur le programme et il allait bientôt devoir rendre des comptes au service américain des forêts. La limite était aux alentours du 15 novembre. Et si tous jouaient un rôle et avaient manigancé un enlèvement ? Comment prouver le contraire ? Si les kidnappeurs n'étaient pas de ce monde, en forçant un petit peu la main de la police, les battus et la fermeture du périmètre auraient pu justifier le retard. Et Mike n'aurait rien eu à payer. Travis et Dwayne, en tant qu'adeptes du monde ufologique, avaient pu créer la mise en scène parfaite pour faire croire à ce qu'on appelle une abduction, autrement dit un enlèvement par les extraterrestres. On ne saura sans doute jamais si cette dernière théorie est la bonne. Elle semble, elle aussi, assez bancale. D'autant plus qu'en 2021, Mike Rogers a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne voulait plus être considéré comme témoin du supposé enlèvement de Travis Walton. Son coéquipier ne serait-il pas aussi honnête qu'il semblait vouloir le faire croire près de 50 ans auparavant, ou a-t-il lui aussi été trompé ? Mais Travis Walton n'a pas besoin de témoins. Même pas Mike Rogers. Aujourd'hui, il continue à expliquer son histoire, toujours la même. Personne ne saura s'il est digne de confiance, mais personne n'aura jamais la possibilité de le déclarer menteur. Tandis que le monde reste plongé dans l'incertitude, la vérité demeure un mystère réservé à Travis Walton. Et qui sait, peut-être aussi aux habitants d'une autre planète. L'heure H.
Jean-Louis Lahaye. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous en direct de la Foire du Livre grâce à la plume d'Emma Verset. Merci aux équipes de la RTBF et merci aux équipes d'LDV Productions.